dans l'histoire, les écoles et les collèges et les universités sont des lieux où il y a de la politique. C'est des lieux politiques, c'est des lieux où il y a des rapports de pouvoir, c'est des lieux où il y a des rapports inégalitaires, c'est des lieux où il y a des structures de domination, évidemment entre les adultes et les jeunes, mais aussi possiblement entre jeunes. C'est pas évidemment extérieur à la société, c'est traversé par les rapports sociaux de la société. Ça fait partie de la société, c'est une institution importante. Et toutes les écoles et toutes les époques et tous les contextes et toutes les régions ne sont pas politisés de la même manière ou les rapports de force ne se font pas sentir de la même manière. Puis je vais terminer en parlant des différentes disciplines aussi. Ce n'est pas toutes les disciplines qui sont aussi sensibles à ces enjeux-là. Les universités, ou en tout cas le postsecondaire, mais appelons ça les universités, le cégep, évidemment, comme vous le savez, c'est quelque chose de très québécois, là. C'est un peu particulier, le cégep, mais c'est un pied à l'université puis ouais, en tout cas, et un pied dans un bar, mais le milieu post-secondaire, donc l'université, ça existe dans plusieurs civilisations, mais en Europe, ça a été créé au 13e siècle, d'abord en Italie, Bologne, Pise, les premières universités, l'Université de Paris, Oxford, Cambridge, et la première année de la création de l'Université de Bologne, donc on est en Italie, au 13e siècle, la première année, les étudiants tombent en grève, et ils tombent en grève parce que le prix des loyers est trop élevé. Donc, il n'y a pas une crise du logement, là, c'est que le logement il est toujours trop cher, depuis 800 ans. Et donc, ils vont aussi tomber en grève parce qu'ils ont des professeurs qui sont trop souvent absents. Ils vont aussi tomber en grève parce qu'il y a des professeurs qui ne respectent pas leur plan de cours. Et dans l'Université de Bologne, en fait, ils vont même prendre le contrôle. Et en fait, l'université était gérée, le recteur était un étudiant. Et les professeurs avaient l'obligation de mettre une partie de leur salaire dans un compte de banque géré par les étudiants qui géraient l'université. S'ils ne respectaient pas leur contrat, ils saisissaient cet argent-là. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi les professeurs ont créé des chaires, c'est pour être autonomes de la pression étudiante. Donc, finalement, l'UQAM, c'est pas si pire, en fait. Rapidement, mais vous connaissez possiblement cette histoire. Au Québec, évidemment, le mouvement étudiant du Québec a été un mouvement historiquement, à partir des années 60, extrêmement combatif et extrêmement influent sur la société, sur les rapports sociaux et sur les rapports de force. Si on le compare à d'autres provinces ou d'autres États américains où les mouvements étudiants les associations étudiantes sont souvent des associations de services, des associations, c'est pas inutile, mais c'est pas combatif, c'est pas revendicatif, c'est beaucoup moins de grève. Et le principal ressort des mobilisations du mouvement étudiant qui explique, entre autres, pourquoi pendant des décennies, les frais de scolarité étaient moins élevés au Québec, c'est les grèves étaient pour bloquer, en fait, les augmentations des frais de scolarité. Et c'est extrêmement important. Il y a eu des grèves extrêmement importantes là-dessus. Il y a eu des grèves même de solidarité entre étudiants et étudiantes. Par exemple, la grève de 2005 qui était une modification des règles des allocations de prêts et bourses. En fait, ça a été, à l'époque, on considérait que c'était la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec avant 2012, mais même les étudiants et étudiantes qui ne touchaient pas les prêts et bourses sont tombés en grève, évidemment, et donc c'est une sorte de grève solidaire pour les plus démunis. Puis après ça, il y a évidemment la fameuse grève de 2012 contre une augmentation absolument aberrante du gouvernement Charest, qui n'a pas été très, très, très bien acceptée par le mouvement étudiant. Et après la grève de 2012, qui dure, de février-mars 2012 au mois d'août, en fait, ou septembre. En fait, les élections ont lieu le 4 septembre, si je me rappelle bien. C'est le Parti québécois qui a élu Pauline Marois, première femme élue à la tête du gouvernement du Québec. Pauline Marois Pauline Marois, en fait, va complètement couper les jambes au mouvement étudiant avec quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui n'était pas sur la table de discussion, qui n'était pas négocié, qui n'était pas dans les revendications de personne. Elle va proposer en fait l'indexation des frais de scolarité. Et donc, en fait, il est très, très, très difficile pour le mouvement étudiant aujourd'hui de dire on fait la grève contre l'indexation, parce que l'indexation, en fait, dans votre compte de banque, ça paraît pas trop. Sauf que sur 10 ans, en fait, vous payez bien plus que le monde qui payait en 2012. Puis dans 10 ans, ils vont payer bien plus que vous aujourd'hui, parce que l'indexation, c'est à chaque année, ça augmente de 2-3% et tout. Et après 10 ans, ça fait 25% d'augmentation sans que personne pense qu'on l'a vu, mais en fait, vous le payez pareil. Et donc, Pauline Marois, en faisant ça, elle a vraiment eu comme effet, c'est un effet direct, qu'il n'y a plus de grosses grèves étudiantes liées à l'enjeu financier pour cette raison que je viens d'expliquer. Donc, dans un monde idéal, avec une super bonne campagne, etc., on pourrait imaginer une campagne. Ça a été essayé en 2015 pour la gratuité scolaire, par exemple, mais ça a été un échec. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça n'a pas fonctionné.
je termine, il me reste 2-3 minutes là. C'est surtout les sciences humaines et sociales et les arts et lettres qui sont les plus engagés parce que c'est des disciplines, c'est des matières, c'est des sujets qui stimulent en fait des réflexions sociales, travail social y compris, qui stimulent des réflexions critiques sur la société. On vous parle et vous réfléchissez à des problèmes de société et c'est dans l'imaginaire, c'est dans l'histoire, c'est dans le récit de ces disciplines-là qu'on vous parle aussi de lutte politique, de conflits politiques, de mobilisation. Et donc, ça inspire, ça stimule et ça explique pourquoi, en fait, c'est dans ces disciplines-là que quand le mouvement étudiant du Québec, par exemple, lance des grèves avec un plafond, là, il faut que tant de départements dans tant d'universités soient en grève, ben on n'attend pas tellement médecine de l'Université de Montréal là, qui tombe en grève, ils ne tombent pas en grève. Et la dernière chose, c'est que le mouvement étudiant aussi est une incroyable école pour la politique. Et en fait, aujourd'hui, on est 14 ans plus tard, par exemple, ben, il y a beaucoup de personnes qui militent aujourd'hui comme conseillers syndicaux, conseillers à la MOB dans les syndicats, à la CSN, à la FTQ, ailleurs, qui sont passés par la grève de 2012. C'est là qu'ils ont développer des compétences organisationnelles, des compétences de mobilisation, des compétences d'analyse. Et en fait, les syndicats les ont accueillis en leur offrant un salaire. Historiquement aussi, le mouvement étudiant du Québec a produit beaucoup de politiciens et de politiciennes pour le meilleur et pour le pire. Bon, ben merci beaucoup. Je pense qu'on a on peut tout atteindre dans la conclusion après ce dialogue. Ben, c'est pas vraiment un dialogue, là, mais bref. Que, en fait, les grèves, ça constitue un moyen de pression qui est super important pour les étudiants. Puis ça nous permet vraiment de mettre pression puis de forcer un dialogue, en fait, avec les gens qui sont au pouvoir. Moi, je partirais tout de suite sur la période de questions parce qu'on veut aussi vous laisser la place à vous exprimer, poser vos questions, réfléchir avec nous. Venez!